Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, nous sommes le mardi 25 octobre 2022 et nous sommes à la 78e numéro de notre émission Enquête de la semaine. Et ce soir, comme nous avions dit la semaine dernière, nous avons un invité, un ancien capitaine de l'armée djiboutienne, capitaine Omar Ali Hassan, dont nous allons poser quelques questions sur l'état de l'armée djiboutienne. Bonsoir, Omar, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Mahamoud, et je remercie donc le plateau de La Voix de Djibouti pour pouvoir donc partager avec les téléspectateurs les vérités sur les différents problèmes à Djibouti. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr des forces armées djiboutiennes. Et je leur dis bonsoir ou bonjour où qu'ils soient. Merci, Omar. Nous avions dit dans notre première émission sur l'armée djiboutienne que lorsqu'on entend Djibouti et militaire, on pense tout de suite aux bases militaires étrangères et stationnées à Djibouti. Mais de l'autre côté, il y a une armée nationale djiboutienne qu'on appelle la FAD. Omar, tu fais partie de cette armée. Ma première question, c'est pourquoi tu n'en fais plus partie? Très bien. Donc, moi, j'ai mon matricule est d'ailleurs un matricule spécial. C'est 01, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire 01, j'ai été engagé en 2001. Et donc, ma dernière position était commandant du bataillon d'intervention rapide de 2017 à 2019. Et ensuite, suite à un problème que j'ai découvert en tant que commandant de bataillon, c'est-à-dire chef de corps, c'est la corruption et le favoritisme et donc le détournement des fonds qui sont prévus pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes qui sont devenues donc une caisse personnelle et familiale qui sont mal gérées. Et donc, j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'ingérences, même des menaces pendant mon temps de commandement du bataillon d'intervention rapide. Il faut rappeler que j'étais donc responsable de la mise sur pied de ce bataillon, de l'articulation, de la sélection, de l'articulation et la mise sur pied donc du bataillon. Et j'étais stationné donc à Ali Ouneh. Et donc, où Ali Ouneh pour le non-initié de la question militaire? D'accord. Donc, le camp Ali Ouneh se trouve à 7 km de la frontière somalilandaise au sud et donc est rattaché à Damerjoug, qui Damerjoug est la sous-préfecture, rattachée à la préfecture d'Arta. Donc, voilà où se situe le camp Ali Ouneh et non pas Ali On, comme le disent certains. Et donc, j'ai été remplacé de mon commandement. J'ai été remplacé de mon commandement parce que je n'adhérais pas à cette politique qui voulait que les fonds qui sont alloués doivent être partagés avec le haut commandement, c'est-à-dire faire partie de ce groupe de corruption. Et donc, j'ai même eu des problèmes d'autres chefs de corps qui voulaient gérer le budget de mon bataillon, ce que j'ai refusé. Et il faut le dire que j'ai été remplacé avant de venir au bataillon d'intervention rapide. J'étais adjoint à l'école militaire de Hol-Hol, qui était commandée par le colonel Omar Ali Guedi, qui a été envoyé en retraite. Et donc, je devais prendre le commandement, mais le commandement a choisi donc un autre officier qui est très proche du système mis en place, ce système qui est géré par
un général qui a 90 ans, Zakaria Cheikh Ibrahim, et son fils, le colonel Ibrahim Zakaria. Très bien. Nous allons effectivement revenir sur ce que vous dites sur le général Sécrier, mais vous êtes parti, en tout cas les bibliques djiboutiens, vous avez découvert le moment où il y avait le problème de lieutenant Fouad Youssouf Ali. Voilà où je voulais en venir. J'ai été écarté de mon commandement d'une manière très injuste et donc j'ai subi beaucoup de pression. Et c'est pourquoi à Djibouti, quand on veut prendre le commandement à un officier qui dérange ou bien qui ne veut plus suivre ou qui ne veut pas suivre la politique en place du haut commandement, qui est donc la corruption, il est envoyé soit dans les ambassades, loin de Djibouti. C'est surtout les officiers compétents, hein, et c'est ce qui a été fait, ou envoyé pour un long stage. Et donc, c'est une excuse à ce moment-là pour lui prendre le commandement. Il faut dire que la majorité des chefs de corps sont aux commandes depuis la moyenne 7 ans, 8 ans, 10 ans. Alors que moi, c'était ma deuxième année. C'est ce qui vient d'arriver d'ailleurs à un autre jeune colonel qui a été nommé à Dikil, au régiment interarmé de Dikil, l'année dernière en octobre, mais il a été démis de ses fonctions et remplacé par un ancien colonel qui commandait le régiment d'action rapide de Artal et Far. Maintenant, l'ancien colonel des Far a été emmené à Dikil pour remplacer un jeune lieutenant-colonel, Ibrahim Youssouf Dabbar, qui est très éduqué parce qu'il a refusé de suivre la politique mise en place. Et donc, j'ai démissionné quand j'étais ici parce que j'avais le droit de prendre avec moi ma famille. C'était un stage de 1 an et demi. Et les États-Unis, pour les AMS, ce qu'ils appellent International Military Student, c'est-à-dire que les étudiants militaires internationaux ont le droit d'amener leur famille si leur stage excède 6 mois et plus de 6 mois. Si vous avez une formation plus de 6 mois, vous avez le droit de ramener votre famille. Donc, c'est ce qui s'est passé premièrement. Et pour vous dire que quand j'ai été pris du commandement, j'ai dû rester presque 3 à 4 mois chez moi sans aucune affectation. Et donc, j'ai été écarté du commandement du bataillon parce que j'avais refusé que le matériel et l'équipement soient livrés au camp Cheikh Ousmane. Et vous l'avez bel et bien dit, le matériel est stocké dans ce camp qui est sous le contrôle du général Zakaria. Et donc, l'équipement qui était destiné au bataillon d'intervention rapide, il faut rappeler que c'est pour la première fois qu'un bataillon est entraîné et équipé à 100% par les Américains. Et donc, j'ai alerté les Américains en disant, écoutez, moi, j'ai entendu que l'équipement va être livré au CCO alors qu'il doit être livré au camp Ali Ouneh. Et à ce moment-là, le général de l'US Africom a écrit une lettre au général Zakaria lui disant que le matériel sera livré à Ali Ouneh et que une seule balle, que tous les matériels qui sont livrés seront contrôlés au détail et que voilà, la livraison se fera au camp Ali Ouneh et qu'aucun équipement ne doit être livré à une autre unité, c'est-à-dire qu'aucun équipement du BIR ne doit être soustrait au BIR et emmené pour équiper une autre unité. Si cela arrive, la coopération militaire va cesser. Donc, c'était vraiment quelque chose de très important. Et donc, j'ai été insulté, menacé par le général qui m'a dit que j'étais un espion. J'ai dit non, je ne suis pas un espion. Ce matériel est pour mon bataillon. Et c'est de là que j'ai donc subi d'autres sabotages et hâtivement, ils ont dû m'envoyer en stage aux États-Unis. Mais j'ai passé 3 mois chez moi à ne rien faire avant de partir.
Euh, Ali, Omar Ali, on a l'impression que lorsqu'on vous envoie une formation, un stage, on essaye de, de vous faire une promotion, c'est-à-dire de vous faire gagner des galons, c'est-à-dire on vous forme. Est-ce que vous l'avez pris dans ce sens ou est-ce que c'était juste un moyen de vous écarter? Non, c'était un moyen de m'écarter parce qu'on avait la chance de m'envoyer à ce stage-là. Il faut rappeler que mon stage de capitaine, je l'ai fait en 2011. En 2011, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. Et j'ai fait mon cours j'ai suivi un cours d'état-major aussi à l'école HPSS, qui est Humanitarian Peace and Support School du Kenya, qui est l'équivalent donc d'un cours d'état-major. Mais bon, c'est compressé, le cours d'état-major est plus lent. J'avais donc la chance, j'avais fait 2 demandes. C'était quand je suis revenu de la Somalie en 2016. Et ces 2 demandes m'ont été accordées et au dernier moment, elles m'ont été refusées. Et la deuxième fois que le général me l'avait refusé, la première fois, il m'a dit tu dois aller à l'école militaire parce qu'il y a un problème et donc tu dois redresser le bureau d'opération et d'instruction et aider le nouveau colonel parce qu'il y a 300 bacheliers qui ont été recrutés et nous avons 120 personnes qui ont démissionné parmi les jeunes bacheliers. Et donc, moi, je suis venu à l'école militaire, 92 bacheliers, je les ai formés d'une manière exceptionnelle et aujourd'hui, ils font partie des cadres de l'armée, des sous-officiers cadres. Certains d'entre eux sont officiers maintenant. Et donc, il m'a dit, tu dois finir cette mission-là, ensuite, je vais t'envoyer pour ton cours d'état-major. J'ai fini cette mission-là. J'ai été envoyé au nord. Il m'a signé donc ma demande, acceptée, accordée, et donc il a envoyé ça au bureau opération, à la division instruction, qui s'occupe d'envoyer en stage donc les officiers désignés. Et au dernier moment, j'ai un coup de fil me disant que mon stage est annulé. Et donc, à 2 reprises, mes 2 demandes ont été annulées. Et donc, je suis allé voir le général et je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous accordez mes demandes et à la dernière minute, vous annulez donc mon stage? Il a dit, écoute, tu n'as pas besoin d'avoir un cours d'état-major, tu es un officier très expérimenté, un homme de terrain, tu es déjà formé et je vais te nommer chef de corps, commandant du bataillon d'intervention rapide. Et maintenant, tu n'as pas besoin de partir aux États-Unis. Et donc, j'ai été envoyé à Ali Ounay. Alors que je devais prendre le commandement de l'école militaire de Hol-Hol. D'accord. Donc, j'ai été écarté de Hol-Hol. Il y a un nouveau capitaine qui a été emmené, qui n'a jamais fait la guerre, qui n'a pas l'expérience de feu, comme on appelle, alors que l'école militaire a besoin de personnes qui sont expérimentées. Donc, si on allait amener une personne plus expérimentée que moi, j'allais accepter, j'allais dire pas de souci. Mais non, le général m'a appelé, m'a dit, écoute, l'école militaire a été promise à un autre officier. Toi, tu as toujours aimé qu'il y ait une formation, tu as toujours encouragé qu'il y ait formation d'un bataillon de commando, de force spéciale. Et comme tu as eu cette formation-là en Allemagne, écoute, on va te donner le bataillon d'intervention rapide. J'ai été emmené à Ali Ounay, j'étais sans cadre, livré à moi-même et en même temps, je n'ai pas été nommé par décret présidentiel. Donc, les 2 ans de travail, les constructions, la mise sur pied du bataillon, tout le travail que j'ai fait n'a pas été reconnu. Et le jour de la passation de mon commandement, l'état-major voulait faire la passation d'une manière qui n'est pas réglementaire, non réglementaire. Donc, on m'a dit, il y a un nouveau commandant qui va venir d'Obok. Tu vas faire la passation non seulement, mais tu vas rester avec lui pendant 1 mois pour lui apprendre le travail. Alors, il est plus gradé que moi et je dois lui apprendre le travail. Et il faut rappeler que ce commandant-là venait juste de revenir des États-Unis
et avait suivi le cours d'état-major. Mais le problème, c'était un arabophone. D'accord. Et donc, j'ai refusé. J'ai dit, écoutez, non, je ne vais pas donc faire le babysitting d'un commandant devant un bataillon que moi-même je commandais. Donc, c'est une sorte d'humiliation. Et j'ai dit, il faut, si vous voulez que je passe le commandement, il faudra appeler la télévision, il faudra inviter tous les partenaires, le sous-préfet, les autres chefs de corps, le faire de la manière réglementaire. Et donc, j'ai obligé le haut commandement à le faire de cette manière-là. Résultat, quand vous passez un commandement, pour finir, quand vous passez un commandement et que le général, dans son discours, dit que vous avez fait un bon travail, le minimum des choses, c'est qu'on vous donne une lettre de félicitation, qu'on vous donne une décoration, ou bien qu'on vous donne une promotion au grade supérieur. Rien de tout cela n'a été fait. J'ai été renvoyé chez moi. Le matériel et les véhicules sont arrivés un mois après mon écartement. Et donc, j'ai appris qu'une partie du matériel a été stockée au CCO. OK. Donc, une fois arrivé ici, j'étais déjà en colère sur tout ça. Et quand j'ai vu donc la vidéo de l'épouse du pilote Fouad en train de supplier et en train de pleurer et expliquant donc le problème du lieutenant Fouad Youssouf Ali, je me suis dit, il faudrait que moi-même, je supporte j'appuie mon frère d'armes Fouad parce que ça ne peut pas continuer. Les forces armées djiboutiennes sont devenues une entreprise familiale et que s'il n'y a pas des officiers qui se sacrifient, on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est des officiers qui changent la situation. S'il n'y a pas des officiers qui se sacrifient ou bien des personnalités qui se sacrifient, les choses ne vont pas changer et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous connaissiez avant ça le lieutenant Fouad? Je ne connaissais pas du tout le lieutenant Fouad. J'ai contacté le lieutenant Fouad quand j'ai vu qu'il avait fait une vidéo à Addis Abeba, c'est-à-dire le premier contact que j'ai eu avec lui, mais sinon je suivais ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Le premier contact que j'ai eu avec lui, c'était quand il était en tenue et qu'il avait fait la vidéo à Addis Abeba. Très bien. Et donc, je l'avais appelé pour lui dire, écoute, mon frère, je suis là, je vais te soutenir, je vais me sacrifier, je vais faire quelque chose de vraiment très difficile. Donc, il ne faut plus faire de vidéos. Tu es dans un pays étranger, en tenue, ce n'est pas réglementaire. Donc, il faut arrêter de faire des vidéos, il faut demander l'asile on va se contacter. Il faut arrêter de passer dans les réseaux sociaux. On va se contacter par email. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la suite. Capitaine Omar Ali Hassan, vous avez quand même servi l'armée djiboutienne. Vous avez été affecté en Somalie. Vous avez été affecté, je pense, dans le Nord aussi. Vous avez servi dans le Nord. Récemment, il y a eu des tragédies qui ont touché l'armée djiboutienne, une en Somalie et une dans le Nord, dans la région de Tejora, Garabtissan. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce Je connais. Alors, je vais commencer par celle de la Somalie où l'armée djiboutienne stationnée en Somalie était le bataillon Hil Walal a subi une attaque de Al-Shabaab. Vous avez servi, vous m'avez dit, en Somalie. Qu'est-ce que vous rappelle, on va dire, ce qui s'est passé en Somalie? Est-ce que vous aussi, vous avez été victime lorsque vous étiez là-bas des attaques de ce genre? Et à votre avis, comment a pu se produire cette attaque? Oui, premièrement, je faisais partie du premier bataillon, qui était le bataillon Hil Walal.
J'ai servi là-bas à Baladwin de 2012 jusqu'à 2014, à Baladwin, mais aussi à Bollé-Bourdé. D'abord, j'étais à Baladwin et ensuite, nous avions pu donc chasser le groupe terroriste des Chebab qui se trouvait à Bollé-Bourdé, qui est au sud de Baladwin, à une centaine de kilomètres. Et donc, ma dernière année, je l'ai finie là-bas. Oui, nous avions subi donc des attaques, mais il faut savoir que nous étions le premier bataillon. Et quand on est arrivé, il n'y avait pas de... C'était le chaos total. Donc, il y avait des coups de feu le soir comme la journée. On devait faire donc la police, on devait s'occuper de nos camps, se protéger, construire les camps, mais aussi sécuriser la ville. Il faut dire que la ville de Baladwin, on peut la comparer à Balbala. Elle fait 2,5 km sur 2 km. Et donc, forme circulaire, et il y a le fleuve Chébélé. Et donc, c'est très facile de la sécuriser si vous avez assez d'hommes. Et aujourd'hui, ils ont assez d'hommes, mais je vais expliquer pourquoi est-ce que tous ces attentats auraient pu être évités et qui sont les responsables. Oui, nous, quand on était là-bas, nous avions subi des attaques presque tous les soirs. On subissait des harcèlements, mais le degré de vigilance était au maximum. Nous étions les premiers. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'état-major, encore une fois, a voulu soustraire des fonds qui étaient alloués au bataillon. Je vous explique. Si nous avons réussi, le premier bataillon était un succès parce que le premier bataillon a pu construire les camps de El Jaleh, qui est à l'extrémité donc de Baladwin, et a pu reconstruire la station de police qui est à l'intérieur de la ville, ainsi que le camp de Lamagalaï, mais aussi le camp de Orrahsin, qui est à l'extrémité ouest. C'est ça donc le succès. Mais ce qui s'est passé, c'est que le premier bataillon aussi faisait des reconnaissances au-delà de Baladwin. Nous étions mobiles, c'est-à-dire qu'on ne laissait pas la chance aux Chebab de se rapprocher. Et par la suite, qu'est-ce que nous avions fait? Eh bien, nous avons pris la ville de Bollé-Bourdé, qui était le quartier général des Chebab. Donc, nous étions vraiment offensifs et non pas défensifs. Et en même temps, nous avions formé le premier bataillon. D'ailleurs, la première section qui avait été formée parmi les Somaliens, c'était la section qui s'appelait Redjo, Espoir. Et c'était moi qui les commandais, ils étaient rattachés à moi. Et moi, je leur avais donné, quand je commandais la station de police et là où se sont produits d'ailleurs les explosions, c'est-à-dire la maison du gouverneur et le camp de Lamagalaï, donc j'étais stationné là-bas. Le mot la Magdalene, ça veut dire c'est interdit. En gros, si voilà, interdit de rentrer. Interdit de rentrer. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que le premier bataillon, et je tiens à le rappeler, le premier bataillon n'a pas été décoré ni félicité. Donc, nous étions offensifs et opérationnels. Mais nous avons remarqué que l'état-major qui est responsable de nous livrer les pièces détachées pour changer les filtres à air, les filtres à gasoil, pour maintenir la mobilité opérationnelle, l'état-major djiboutien a choisi d'encaisser donc les fonds qui étaient alloués pour le parc automobile. Parce que l'AMISOM au début a dit, OK, nous allons équiper le bataillon djiboutien avec des véhicules de l'AMISOM. Mais l'état-major a dit, nous avons nos véhicules, nous avons le parc automobile et nous demandons à l'AMISOM de nous verser l'argent et nous allons maintenir notre parc opérationnel.
Capitaine Omar Ali, on peut considérer aujourd'hui, on peut vous dire, ça, ce sont des accusations graves. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez, c'est-à-dire que l'argent-là a été utilisé et que c'était le moyen qui devrait être fourni à l'armée djiboutienne a été détourné? Est-ce que vous avez ou des preuves ou en tout cas des choses que vous allez justifier Écoutez, avec ça? Oui. écoutez, moi-même, je l'ai vécu. Pourquoi? Hmm. Il y a ce que l'on appelle une commission qui venait de l'AMISOM, je pense une fois tous les 6 mois, pour vérifier si le parc automobile est opérationnel. Et moi, je me rappelle, j'étais stationné à Al-Rahsin, donc qui est la position avancée. Il faut savoir qu'on était 2 unités de combat qui se changeaient tous les 3 mois, qui se relevaient, la station de police, le gouverneur et la Magalaï, et Al-Rahsin, ces 2 positions-là, il y avait les 2 unités du phare. Donc moi, je commandais une des 2 unités. La commission est arrivée pour vérifier le parc automobile de tout le bataillon. Il faut savoir que 70% du bataillon se trouve à El Jaleh. C'est le quartier général. Le reste, ce sont les 2 unités que je viens d'expliquer, qui se trouvent à la police, commissariat de police, à la Magalaï et à Al-Rahsin. Et donc, on me demande de faire descendre une partie de mes véhicules Vous à étiez El au Jaleh. front. Vous étiez au front. J'étais au front. Et on Voilà. vous demande de démobiliser une partie de votre matériel pour l'envoyer au siège. Ça, je le confirme à 200%. J'étais commandant d'unité et c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une corruption. Alors, ce qui s'est passé, la commission a atterri à El Jaleh, qui est donc juste à côté de l'aéroport qui a été construit. La commission arrive et passe en revue tous les véhicules. Il y a une équipe technique avec eux qui monte dans les voitures, qui les démarre, qui regarde si les véhicules sont opérationnels. Alors, ils ont demandé les véhicules des 2 autres unités et le commandement a dû répondre que ce n'est pas une zone sécurisée et que la commission, ils ont en tout cas fait de sorte, ils ont convaincu la commission que c'était vraiment trop dangereux d'aller au poste avancé. Alors, là où vous étiez. Là où j'étais. Donc, une partie de mes véhicules sont descendus à El Jaleh pour la revue et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des véhicules non opérationnels qui ont été cachés autour du camp, pas loin du camp, entre le camp et l'aéroport, dans des arbres, étaient cachés pour que la commission ne voit pas que ces véhicules-là ne sont plus fonctionnels. Alors, après ça aussi, plusieurs mois après ça, j'ai vu que certains véhicules, beaucoup de véhicules étaient sur chandelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pneus de remplacement. Certains de mes véhicules blindés et certains des véhicules de transport de troupes avaient la même dimension, c'est-à-dire les pneus des véhicules de transport de troupes et les véhicules blindés qu'on appelle, comment on appelle, les Saxons. Voilà, les Saxons, ce sont les véhicules blindés et chaque unité avait 3 ou 4. Ils avaient des pneus qui vous permettaient que même s'il y a une crevaison, vous pouvez continuer à rouler 40 km. Mais à un moment donné, ces pneus-là ont été consommés. Et donc, on n'avait plus le remplacement de ces pneus-là. Et donc, on a dû utiliser d'autres véhicules d'un autre modèle qui ne sont pas blindés. Et on a dû mettre ces véhicules-là sur chandelle pour prendre les roues et les mettre sur les véhicules blindés. Donc, voici les preuves. Donc, des tours de passe-passe à l'intérieur de... Voilà. Et l'état-major n'a pas soutenu et donc a détourné une partie de l'argent. Et une autre chose, c'est que l'alimentation était livrée à 100% par des cargos aériens, c'est-à-dire qui venaient à Léoné et qui ramenaient tout.
la nourriture était vraiment très, très riche et très variée, à un point que les soldats et les camps donnaient une partie de la nourriture à la population environnante parce qu'en échange des renseignements et tout ça, il y avait le lait, le yaourt, il y avait le poisson, il y avait la viande, il y avait donc les légumes, Et ça il y venait avait... où ces matériels, C'est la mission qui livrait depuis Mogadiscio. Et D'accord. donc, après, l'état-major djiboutien a dit, écoutez, les Djiboutiens ne sont pas habitués à ce genre de nourriture. Et donc, ils ont eu des intoxications alimentaires. Les Djiboutiens, ils mangent ce qu'on appelle hilibi yofahfah, de la soupe et de la viande de chèvre avec du Mhm. riz. Et donc, nous voulons que vous nous attribuez les fonds destinés, une partie des fonds destinés à la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats qui mangeaient une nourriture riche et variée, il y avait même, comment on appelle ça? Il y avait même du ice cream, de la glace, sans D'accord. compter le yaourt, le lait, mais vraiment, la nourriture était impeccable. Et donc, l'état-major qui coupe tout ça, et on revient à quoi? À nous ramener du bétail de mauvaise qualité, comme à Doumera. Hein, vous avez entendu à Doumera et partout, c'est vraiment ce qui se passe. Et là, j'étais pas d'accord. Moi, personnellement, le responsable de la logistique de bataillon qui venait à Souk Holaha pour Le acheter, marché de ouais, OK. voilà Marché de bétail, ouais. le marché Bétail, ouais. donc des bétails. Moi, j'étais stationné là-bas et donc je disais aux soldats responsables pour mon unité donc de la cuisine, je leur disais allez choisir Meilleur. les meilleurs, les chèvres donc les plus chers et c'est à eux de payer. On s'en fout. Alors que pour le reste du bataillon, ils prenaient vraiment le moins cher. Et D'accord. donc, j'ai eu cette altercation. Une fois que j'étais à Bollé-Bourdé, je me rappelle, une fois le responsable de logistique, il m'amène pour moi-même euh, une livraison variée de nourriture, donc du lait, du cornflakes et tout. Et donc, j'ai balancé ça. J'ai dit, non, je ne mange pas ça. Parce que mes soldats doivent manger la même chose. Hmm. Et donc, c'est là que j'ai compris vraiment qu'il y avait des détournements de fonds. Et ça, c'est une preuve, parce que j'en suis le témoin. Très bien. Qu'est-ce que vous avez constaté lorsque vous étiez là-bas, en plus de cette corruption que vous avez décrite, c'est-à-dire ces détournements? Donc, Comment ça s'organisait, à votre avis, ces détournements? eh bien, écoutez, c'est comme la prime des soldats. Moi, quand j'étais là-bas, entre 2009 et 2016, la prime allouée pour chaque soldat, qu'il soit sous-officier ou bien militaire de rang ou bien officier, était de 1028 $, Hmm. ce qui fait plus de à peu près 180 000 francs, 180 000 francs Djibouti. Alors, la mission reconnaît que certains États qui participent à la mission, le Burundi, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Ouganda, il n'y a que le Kenya qui a refusé de soustraire 200 $ pour des raisons administratives à chaque soldat. C'est-à-dire le soldat kényan, il touchait la totalité de la prime, 1028 $. Nous, les Djiboutiens, et c'est après, c'est une fois venu ici que je vais savoir, avec les différentes sources, que c'était 1028 $. Alors nous, on touchait 125 000 francs Djibouti. Donc à peu près 60, aux alentours de 60, 65 000. voilà, francs Voilà. Djibouti. 65 000 francs Djibouti, à peu près, multiplié par 1000 soldats,
nous avions commencé avec 1000 soldats, mais après, ils étaient 2000. Entre donc 2014 et jusqu'à présent, le bataillon a été doublé. Mais nous, quand on est arrivé, on n'était qu'un seul bataillon. Donc, 65 000 multiplié par 1000 personnes, ça fait 65 millions par mois. Vous multipliez par 10 mois, ça fait 6 milliards 500 millions. Et c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et donc, ça, nous avions les preuves aujourd'hui. Et j'ai partagé durant plusieurs émissions des preuves qui montrent que l'argent alloué aux soldats était de 1028 $. Maintenant, depuis 2016, l'argent est de 822 $. Donc, non seulement l'état-major soustrait pour gérer 1000 personnes, alors que moi, je gérais 500 personnes à Djibouti, sans staff. J'ai formé les jeunes qui étaient avec moi. Il y avait des jeunes bacheliers à l'administration, comment gérer, comment faire les ressources humaines et tout et tout. Et c'est ensuite que j'ai eu des sergents et des sergents-chefs. Mais au début, moi, je n'avais rien. Et je n'avais pas de prime pour gérer mes 500 bonhommes. Alors, l'état-major dit qu'ils ont besoin de 200 000 $ par mois pour gérer l'administration de 1000 bonhommes. Maintenant, c'est 400 000 $ puisqu'il y a 2000 hommes, 2000 bonhommes. Donc, pour gérer administrativement, 400 000 $ vont dans les poches de Général Zakaria. Sans compter l'argent qui est soustrait à la prime. C'est beaucoup d'argent. Alors, il y a un autre scandale qui a secoué un peu l'armée djiboutienne en Somalie. Comme vous avez dit, lorsque vous êtes arrivé, ces bataillons et Hil Walal a été bien accueilli par la population locale. Mais et nous avons diffusé ici sur la voie de Djibouti qu'il y a des requêtes, en tout cas il y a des demandes de remboursement d'un certain nombre d'avances que la population locale de Beledweyne, de cette partie de la Somalie que l'armée djiboutienne est sous contrôle, en tout cas de l'armée djiboutienne. Les Somaliens là aujourd'hui accusent l'armée djiboutienne de ne pas respecter, on va dire, un certain nombre de choses, en tout cas des paiements qui ont été faits, surtout les commerçants, qui disent qu'ils ont été floués, qu'ils n'ont pas récupéré leur argent et qu'ils ont aidé cette armée djiboutienne qui n'était pas payée pendant un certain temps. Comment c'est arrivé ce genre de choses? Écoutez, actuellement, je dois vérifier, mais on me dit que je vais le vérifier. On me dit que le dernier bataillon n'a pas touché ses primes depuis 9-10 mois. Alors, comment voulez-vous que les soldats puissent vivre là-bas, même si moi, mon unité, ce que j'ai fait avec mon unité, j'ai amené une solution en leur disant, dès que je me suis installé donc à la station de police, les vendeurs et vendeuses de cartes et les commerçants de la place, je les ai appelés, j'ai fait une réunion avec eux, je leur ai dit, s'il vous plaît, ne venez pas m'emmerder devant la station ou bien devant mon camp, parce que je vous dis dès maintenant que je ne rembourserai pas les avances que vous allez faire aux soldats, parce qu'il s'agit d'un accord entre vous et le soldat. Et je vous préviens dès maintenant, puisque le problème, c'était le tout début du problème, 2-3 personnes. Et donc, je leur avais dit, vous voyez, non seulement vous donnez du crédit sans limite, c'est-à-dire 2000 $, 3000 $, et donc vous vous mettez dans la merde vous-même, mais le soldat, son argent, au moins, si elle tombait dans un compte que moi, en tant que commandant d'unité, je pouvais contrôler, eh bien, donc j'allais peut-être pouvoir intervenir, mais je ne peux pas intervenir. L'argent tombe directement dans un compte qui se trouve à Djibouti. Et dès que le soldat a une permission et part à Djibouti, eh bien, l'argent est déjà consommé
par les membres de sa famille et il revient les poches vides. Donc, je vous préviens dès maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous reprendre cette partie-là? Les soldats qui sont là-bas, qui sont dans cette bataillon, ils reçoivent leur argent en Somalie ou à Djibouti? Et À qui donne Djibouti. cet argent? Ils le reçoivent à Djibouti et c'est Bank of Africa, c'est le BOA, donc qui gère ces comptes-là directement avec la Direction générale de l'administration et des finances de l'état-major, donc par le général Zakaria. À Djibouti. Donc, à Djibouti. L'argent de cette unité, elle est gérée à Djibouti. Exactement, c'est-à-dire que les primes tombent une fois que l'Union européenne ainsi que les autres organisations qui aident la MISOM, qui est devenue maintenant ATMIS depuis avril 2022, la plus grosse partie est versée par l'Union européenne. Une fois qu'elle verse à la MISOM a une cellule finance, il faut le savoir, l'état-major qui se trouve à Mogadiscio, et donc va transférer ces fonds aux différents pays qui participent aux différents états-majors. L'argent, donc, est directement contrôlé par l'état-major de Djibouti et elle tombe dans Bank of Africa à Djibouti. Est-ce que Djibouti est un cas particulier ou est-ce que tous les pays qui sont dans cette mission ont le même process, c'est-à-dire la même procédure? Je ne peux pas vraiment m'exprimer sur le reste, mais en tout cas, je pense que c'est la même procédure, puisque ces bataillons-là, c'est des militaires, ils sont gérés par leur état-major, et l'état-major est sous le commandement du chef suprême des armées, qui est le président de la République. Et donc, au-dessous du président, vous avez le général Zakaria. Et donc, je pense que c'est géré de cette manière-là et par le ministère de la Défense. Mais à Djibouti, le ministère de la Défense n'a aucun pouvoir. Et d'ailleurs, un ministre qui était passé par ce ministère, qui s'appelle Ali Hassan Bahdoun, avait essayé de demander un audit et d'avoir un œil de rattacher le service de la DGAF à l'état-major de la Défense, c'est-à-dire au ministère de la Défense. Il y a eu un clash et le général Zakaria a dû péter un câble et se fâcher et donc descendre de l'état-major à pied et il a voulu marcher à pied, rejoindre le palais de Haramous. Et c'était un scandale et c'est à ce moment-là que le général Zakaria a dit c'est pas un jeune qui a été nommé ministre de la Défense qui va me contrôler ou faire un audit. L'armée m'appartient. Et c'est comme ça que le ministre a été écarté rapidement, le ministre de la Défense. Est-ce que ça, ce sont toujours, à Djibouti, on dit beaucoup, il y a beaucoup de on dit, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vrai, vérifié? Non, ça s'est passé réellement. Réellement, ça s'est réellement passé. Et encore une fois, je suis la preuve vivante. Aujourd'hui, je demande le remboursement de 2 années, la différence de 65 000 francs, plus mes 20 ans de service. Je cotisais, je payais 40 000 francs étaient retenus sur mon salaire. Alors, 40 000 francs, vous multipliez par 20. Voilà. Alors, oui. Est-ce que vous avez au moins, est-ce qu'il y a d'autres informations qui vous indiquent lorsqu'il y a eu des retards? Est-ce que le problème des retards des paiements venait de AMISCOM ou est-ce que ça venait de l'État de Djibouti? Est-ce que les autres armées étaient touchées de la même manière que l'armée djiboutienne? Non, l'armée djiboutienne, c'est plus flagrant. Les autres armées n'ont pas beaucoup de retard, peut-être 1 mois ou 2 mois. Le procedure time, le temps de procédure, le temps de vérifier les fonds et ensuite de les reverser. Ça prend 1 mois maximum, puisque c'est un service qui est rodé. La mission est donc engagée depuis 2007. Et donc, les Djiboutiens, leur procédure est beaucoup plus lente. Là, on vient de me dire qu'ils ont 10 mois, mais je vais vérifier et je vais partager ça avec vous. Il paraît que le dernier bataillon n'a pas touché encore et ils sont
déployés depuis 9 mois. C'est inadmissible. Très bien. Si on part maintenant de la Somalie et qu'on revient vers Djibouti, vous avez... Avant de partir à Djibouti, Hmm. parlons de l'attentat qui s'est passé. Oui, l'attentat. Alors, je disais que notre bataillon était très, très vigilant. Nous avions donc notre parc automobile qui était plus ou moins opérationnel. Donc, ça nous permettait de bouger, d'aller à Lourjelo, à Bourda Aqablé, qui est Halgan. Donc, de bouger dans notre zone de responsabilité. Très bien. Et donc, de ne pas permettre au Chebab de s'organiser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a une négligence. Et donc, les bataillons ne sont plus opérationnels. Qu'est-ce que vous dites par ils ne sont plus opérationnels? Ils ne sont pas opérationnels parce qu'ils ne peuvent pas effectuer régulièrement des sorties pour aller chercher les Chebabs, pour mener des reconnaissances offensives. Donc, la mission a changé? juste... La Voilà. mission a-t-elle changé? Leur mission est-elle changée? Non, la mission n'a pas changé. Bon, là, depuis maintenant 2022, depuis avril, c'est une mission de transition, mais ils combattent toujours les Chebabs. Je voulais juste dire, si pendant 10 ans, les Chebabs n'ont pas été vaincus et qu'ils reviennent pour pouvoir faire 3 attentats, 3 véhicules piégés puissent s'infiltrer à Baladouine et tuer nos soldats et des civils somaliens, c'est parce qu'il y a une négligence dans la sécurité. Premièrement, les services secrets de la Somalie, de Baladouine, la police, parce qu'il faut dire qu'il y a 2 ponts, les râteaux, c'est le pont par lequel sont passés les véhicules. Or, moi, ce pont-là, je l'avais donné à la section radio, qui contrôlait ce pont-là, qui ne laissait passer aucun véhicule, à moins que ce véhicule est vraiment fouillé et qu'ils connaissent la personne. Donc, il y a eu une négligence au niveau de la sécurité, des services de renseignement, de la police locale. Il y a eu aussi une négligence des services de sécurité qui étaient responsables de sécuriser les ponts. Avant, à mon époque, c'était les militaires, parce qu'on était en train de former la police encore, et même les militaires. Il faut dire qu'il n'y avait pas de militaires, chaque quartier avait sa milice. Et donc, on a dû les désarmer, les mélanger, les réorganiser et les former. Mais maintenant, il y a une police. Et donc, c'est la police qui s'occupe de la circulation des biens et des personnels. Donc, c'est la police nationale, les services de renseignement, et ensuite, c'est la négligence au niveau de la vigilance. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, si on part pour Djibouti.